Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la RTS. Dans l'actualité de ce lundi 27 février, lendemain d'élections présidentielles au Sénégal, le défi de la participation relevé, 60% selon la Sénat qui se dit satisfaite du déroulement du scrutin. En Syrie, le peuple était appelé à se prononcer sur une réforme constitutionnelle. Le texte qui prévoit un multipartisme est largement critiqué par la communauté internationale. Les Sénégalais étaient donc aux urnes hier pour élire le prochain président, scrutin dont les résultats sont attendus, mais d'ores et déjà on note un taux de participation de l'ordre de 60% selon les estimations de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome qui se réjouit du bon déroulement de cette élection. Voici le président Doudou Ndir au micro de Issa Touré. Le 26 février 2012, les électeurs sénégalais sont allés aux urnes pour élire le président de la République. La Commission électorale nationale autonome, la Sénat, organe chargé du contrôle et de la supervision du processus électoral, exprime ses compliments à l'ensemble des Sénégalais qui sont allés voter dans le calme et la discipline. Certes, il a été enregistré, ça et là, de l'énervement, quelques troubles et malheureusement, une attaque contre un camion chargé du transport de matériel électoral. Nous déplorons ces débordements et condamnons fermement tous les autres actes violents commis au cours de cette journée de belle expression démocratique. La Sénat précise qu'elle a placé dans tous les 11 904 bureaux de vote un contrôleur chargé de veiller au bon déroulement du scrutin. Grâce à leur présence, le vote s'est déroulé globalement dans de bonnes conditions. Aussi, la Sénat se félicite-t-elle que cette année, les membres des bureaux de vote se soient présentés dans les lieux de vote assez tôt pour procéder à l'ouverture des 10 bureaux aux heures légales. Dans 99,32%, les membres des bureaux de vote étaient présents avant l'heure d'ouverture. La collecte des informations sur le démarrage du vote a permis de constater que le vote a commencé dans 88% des bureaux à l'heure légale du début de vote. À ce propos, le matériel essentiel au démarrage du vote était sur place selon notre évaluation dans 99,31% des bureaux de vote. La Sénat se félicite en conclusion du calme qui a régné sur l'ensemble des lieux de vote. Ce jour a été un grand jour pour le Sénégal. Les électeurs sénégalais viennent de prouver encore une fois leur maturité et leur confiance au processus électoral. La démocratie ne peut se consolider que dans l'intime conviction que toutes les règles qui président au choix de nos dirigeants sont solides et fiables. En attendant que les résultats officiels soient proclamés, la Sénat demande à tous les Sénégalais de garder leur calme et leur sérénité, et aux acteurs politiques, la Sénat demande de faire confiance au processus électoral sénégalais qui a déjà fait ses preuves par le passé. Je vous remercie. Après 6 semaines de présence au Sénégal, la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de l'Observatoire de la société civile de l'espace ouest-africain livre ses conclusions. Ses membres saluent la transparence du scrutin et surtout la maturité démocratique du peuple sénégalais. Ils ont fait face à la presse ce matin. Je vous propose d'entendre 2 d'entre eux. Ils se nomment Kwasi Aya Adel et Tia Cherge Hippolyte. Leurs propos sont recueillis par Oumindour. Vu qu'aucun incident majeur n'a pu être observé ni rapporté à notre mission de manière factuelle, non. La mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et de l'Observatoire de la société civile de l'espace ouest africain attestons et confirmons que le scrutin présidentiel du 26 février 2012 en République du Sénégal a répondu dans son ensemble aux normes internationales d'élections sécurisées, ouvertes, libres, transparentes et démocratiques.
Je suis très satisfait, agréablement surpris par le comportement vraiment très démocratique des Sénégalais. Les Sénégalais nous ont démontré encore une fois de plus qu'en Afrique et partout dans le monde entier qu'on peut compter avec le Sénégal parce que démocratiquement ils sont mieux. Les Sénégalais ont démontré une fois de plus qu'on peut leur faire confiance, que malgré tout ce qui se trame autour, l'objectif qui reste et qui demeure pour les Sénégalais, c'est la paix et la consolidation de la fraternité au Sénégal. À l'international, les critiques sont nombreuses au sein de la communauté internationale pour évoquer le référendum d'hier en Syrie. 14 millions de Syriens étaient aux urnes pour se prononcer sur le référendum, une réforme constitutionnelle qui établit le multipartisme. Il vote tout sourire. Il faut dire que pour lui, il y a de quoi. L'opposition à Bachar el-Assad vient de se diviser en deux tendances et le référendum qu'il organise propose aux Syriens de prolonger son mandat jusqu'en 2028. Théoriquement, il s'agit aussi d'ouvrir la Syrie au multipartisme après 50 ans de pouvoir aux parties basses. Les télévisions montrent donc les partisans du pouvoir se réjouir de cette avancée. Le message est clair, la Syrie serait une démocratie, un raisonnement que refusent bien sûr les Occidentaux. Assad veut que les Syriens pensent qu'il n'y a que des terroristes et des extrémistes qui s'opposent à son régime, mais c'est faux. Car dans la ville de Homs, c'est bien toute une population qui est prise sous les bombes. Pas moins de 59 personnes auraient été tuées hier dans le pays. Pour autant, ne sont envisagées ni trêve, ni intervention extérieure, ni évacuation des journalistes blessés, ni rapatriement des corps de leurs collègues tués. Au Japon, un an après Fukushima, vu du ciel pour la première fois depuis l'accident, un hélicoptère a été autorisé à survoler le site. D'après un récent rapport, les zones évacuées autour de la centrale resteront inhabitables en raison d'un fort taux de radioactivité. Vu du ciel, Fukushima n'est plus qu'un amas de débris figés. C'est la première fois qu'un hélicoptère est autorisé à survoler si près la centrale nucléaire. Ici, les murs des réacteurs 3 et 4, éventrés par des explosions. Près d'un an après la catastrophe, les rejets d'éléments radioactifs continuent. Alors, au pied de cette grue, des travailleurs en blanc s'activent. Ils préparent un plancher de ciment qu'ils vont installer au fond de l'océan. L'objectif, empêcher les particules radioactives de se disperser dans la mer. Ces planchers couvriront l'équivalent de 10 terrains de football. Un peu plus loin, près de 1000 cuves en acier stockent de l'eau contaminée. Malgré les précautions, le niveau de radioactivité reste très élevé dans les villes alentours. Et il faudra 40 ans pour démanteler complètement la centrale de Fukushima. Merci beaucoup. Nous revenons donc au Sénégal pour parler de ce soutien de l'association française Voiles sans frontières aux écoles des îles du Saloum. Elle a offert des trousses scolaires et promis de construire de nouvelles infrastructures dans le village de Tchalan. Reportage Pape Colingam. Tchalan, Sio et Bassar dans l'arrondissement de Niodior, en plein cœur du delta du Saloum. Ici, le système éducatif est souvent victime de l'enclavement de la zone. Les îles n'ont pas assez d'infrastructures scolaires et le peu de matériel que nous recevons aussi arrive très tardivement, nous viennent aussi des autorités locales et puisque nous les recevons très tardivement, Voiles sans frontières à travers aussi ses missions nous octroie beaucoup de matériel et pendant toute l'année scolaire, du mois d'octobre au mois de juin, nous recevons beaucoup de missions éducatives. Et donc je crois que ce qu'il nous apporte est fondamental pour la bonne tenue des cours pour les enfants. Bientôt, les complaintes des populations et de la communauté scolaire seront un vieux souvenir. Car l'association française Voiles sans frontières a pris l'engagement d'améliorer les conditions d'apprentissage des écoles dans ces villages. Voiles sans frontières, une association de navigateurs et de personnel de santé et de personnel scolaire qui viennent organiser des missions de solidarité dans les îles du Sine Saloum puisqu'elles ne sont accessibles que par voie fluviale. À Tchalan, vous avez visité ce matin l'école, le projet de réfection de la classe, du sol et des tables et des chaises. Oui. Nous avons aussi à Siwo le projet d'un logement communautaire pour les instituteurs.
Outre ces actions concrètes observables sur le terrain, l'association Voile sans frontières veut créer des liens entre des élèves français et des îles du Saloum à travers des correspondances scolaires. Le Ramadan, c'est dans quelques mois, mais déjà le gouvernement du Sénégal se prépare. Pour preuve, la signature d'un accord avec le Royaume d'Arabie Saoudite qui permet à notre pays de bénéficier d'un don de 100 tonnes de dattes. Explication Louise Bizza. C'est dans cette salle étroite que les deux parties ont paraphé le document qui atteste le don de 100 tonnes de dattes fait à l'État du Sénégal par l'Arabie Saoudite, une aide qui s'inscrit dans le cadre des relations séculaires d'amitié et de fraternité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Sénégal, une cérémonie sobre mais pleine de sens et de signification. Sous la supervision des autorités administratives locales, ce don de 100 tonnes de dattes sera distribué aux destinataires par le biais des services régionaux, départementaux et des centres de promotion et de réinsertion sociale installés à travers le territoire national. Excellence, je ne saurais terminer mon propos sans vous demander de bien vouloir transmettre aux autorités saoudiennes les remerciements de son Excellence Maître Abdoulaye Wade, président de la République du Sénégal, du gouvernement et du peuple sénégalais tout entier. Chaque année, l'Arabie Saoudite fait au gouvernement du Sénégal un don de dattes. C'est cette tradition que le Royaume a voulu perpétrer en offrant à l'État du Sénégal 100 tonnes de dattes, une denrée qui constitue au plan spirituel et religieux tout un symbole pour la rupture du jeûne. On termine avec du rugby. France-Écosse, ça n'a pas été facile pour les Bleus. Menés rapidement 10-0, les Bleus donc ont pu renverser la tendance 23-17. La cornemuse sur le toit de Murrayfield. L'Écosse a soif de revanche après 5 défaites consécutives contre la France. L'accueil flamboyant est à la hauteur, tout comme le jeu du 15 écossais. 8e minute, l'arrière Stuart Hogg, 19 ans, ouvre le score. Essai transformé, 7-0 pour l'Écosse, puis 10-0 après cette pénalité de Greg Ledlow. L'équipe de France reprend le contrôle du match en fin de première période. Un essai de Wesley Fofana. Morgan Parra transforme puis passe une pénalité, 10 points partout à la pause. En seconde période, les Français prennent l'avantage avant de se faire surprendre par John Barclay. L'Écossais subtilise le ballon qui termine dans les bras de Lee Jones. 17-13 pour l'Écosse. L'équipe de France réagit immédiatement. Ouverture de Morgan. Voilà, l'élément qui n'est pas allé jusqu'au bout. Nous nous en excusons et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée. Dans un instant, Ramaboy pour l'édition en Wolof.